Après m'avoir volé mon héritage et traité comme une moins que rien, ma famille maître supplie de jouer la comédie à un mariage pour sauver leur honneur. Ma réponse a déclenché leur chute. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air de ma pâtisserie vibrait d'une énergie douce et concentrée. Une symphonie silencieuse de gestes précis, de murmures techniques et de l'odeur presque sacrée du beurre noisette, du chocolat fondu et de la vanille de Tahiti. C'était mon royaume, l'éclat d'ambre, un écrin de gourmandise que j'avais bâti de mes propres mains au cœur de Lyon. À 32 ans, j'étais plus qu'une pâtissière, j'étais une chef d'entreprise, une créatrice, une femme qui avait transformé ses cicatrices en une force tranquille. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers la grande verrière, illuminant les éclairs au yuzu que mes apprentis finissaient de glacer. Tout était à sa place. Tout était sous contrôle. Puis mon téléphone a sonné. Posé sur mon bureau en acier inoxydable, loin du plan de travail, il vibrait sur une note stridente qui détonnait dans l'harmonie ambiante. Numéro inconnu. Mon premier réflexe fut d'ignorer. Une livraison, un démarcheur. Mais une intuition, une sorte de frisson désagréable le long de ma colonne vertébrale, me fit essuyer mes mains sur mon tablier et décrocher. Allô ? Un silence. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis près d'un an. Une voix qui n'avait pas besoin de se présenter. Grave, autoritaire, imprégnée de cette assurance bourgeoise qui m'avait toujours donné l'impression d'être une pièce mal ajustée dans leur décorum. Chloé. C'est ton père. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ?» Juste ce ton. Celui d'un homme qui n'appelle pas pour prendre des nouvelles, mais pour donner un ordre. Papa. Quelle surprise. Ma voix était neutre, polie, une forteresse de courtoisie que j'avais mis des années à perfectionner. Laisse tomber les mondanités. J'ai besoin que tu sois à Rennes samedi prochain. Pour dîner. J'ai fermé les yeux un instant, m'adossant au mur frais. J'entendais le bruit feutré de mon équipe qui travaillait, un monde de paix à quelques mètres de cette intrusion. Un dîner ? C'est un peu soudain. Je suis très occupée. Ce n'est pas une suggestion, Chloé. C'est important. Ton frère se marie. Je suis au courant. J'ai reçu le faire-part. Il est sur ma cheminée. Un mensonge. Je l'avais jeté à la poubelle sans même l'ouvrir complètement. La famille de sa fiancée, les Dubois, veut te rencontrer. Ils dînent avec nous samedi. Ils tiennent aux traditions, à la famille. Ils savent qu'Alexandre a une sœur et il est impératif que tu sois là. C'est crucial pour son avenir, pour l'image de la famille. Tu comprends ? Et c'est là que ça a éclaté. Pas un cri, pas une plainte. Un rire. Un rire qui a jailli du plus profond de mon ventre, incontrôlable, absurde. Un rire qui portait 10 ans de mépris, 20 ans d'indifférence, 30 ans de solitude au milieu d'eux. Je riais si fort que l'un de mes jeunes commis s'est retourné, l'air inquiet. Je lui ai fait un signe de la main pour le rassurer, tout en m'étouffant presque. Qu'est-ce qui te fait rire ? Le ton de mon père était passé de l'autorité à l'irritation pure. J'ai repris mon souffle, les larmes aux yeux. Ce qui me fait rire ? C'est toute la situation. C'est l'ironie. Vous voulez que je vienne jouer la sœur parfaite pour l'image de la famille. La même famille qui a passé sa vie à me faire comprendre que j'étais une erreur de casting. Ne commence pas avec tes jérémiades. Sois adulte pour une fois. Oh, mais je suis très adulte, papa. C'est pour ça que je ne viendrai pas. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, menaçant. Comment ça, tu ne viendras pas ? C'est pourtant simple. Je ne serai pas à Rennes samedi. Ni aucun autre jour. Tu ne peux pas nous faire ça. Pas maintenant. Vous faire ça ? Laissez-moi rire. Vous avez besoin de moi. C'est nouveau. Pendant 30 ans, ma présence était au mieux tolérée, au pire ignorée. Et maintenant, soudainement, elle est cruciale. C'est fascinant. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Et moi, je t'interdis de croire que tu peux encore me donner des ordres.
Dis-moi, papa, juste par curiosité. Sais-tu seulement où j'habite? Nouveau silence. Plus long cette fois. Un silence qui en disait plus que n'importe quel mot. Je pouvais presque l'entendre chercher dans sa mémoire, fouiller dans le vide. Tu es toujours dans ton petit appartement à Paris, non? Mon rire est revenu, mais plus bas, plus amer. Non. Je n'habite plus à Paris depuis 10 mois. Dis-moi, papa. Et c'est la première fois que tu appelles. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'en avais pas besoin. J'ai appuyé sur le bouton rouge, coupant la communication, coupant le lien toxique qui essayait de s'enrouler à nouveau autour de moi. Le silence est revenu dans ma cuisine, mais il était différent. Le fantôme était parti. Mon commis me regardait toujours, l'air perplexe. Tout va bien, chef? J'ai hoché la tête, un sourire naissant sur mes lèvres. Un vrai sourire cette fois. Oui, Antoine. Tout va parfaitement bien. La bataille ne fait que commencer. Dis-moi plutôt. Le mot « bataille » n'était même pas dans mon vocabulaire. Je parlais plutôt de « retraite stratégique ». Mon minuscule appartement parisien, dans le 15e arrondissement, était un chaos de carton brun et de rubans adhésifs. Une vie entière, ou du moins la vie que je m'étais autorisée à avoir jusqu'ici, était en train d'être scellée dans des boîtes anonymes. Sophie, ma meilleure amie, mon roc, ma partenaire en affaires avant même que nous ayons une affaire, était assise sur une pile de livres, le souffle court. Je n'arrive toujours pas à croire que tu le fais vraiment, Chloé. Lyon. Une pâtisserie. C'est audacieux. C'est nécessaire, ai-je répondu en découpant un morceau de scotch avec les dents. Le son strident déchirait le silence de la pièce à moitié vide. Elle a balayé du regard les murs nus, les marques plus claires là où des cadres avaient été accrochés. Des cadres que j'avais achetés moi-même, des reproductions d'art bon marché pour tenter de donner une âme à cet endroit qui n'avait jamais été un foyer. Et tu es absolument, totalement, 100% sûr de ne rien leur dire? Pas un mot. C'était la question qui revenait en boucle depuis que je lui avais annoncé ma décision 2 mois auparavant. De sa part, ce n'était pas un jugement, mais une inquiétude sincère. Sophie connaissait ma famille. Pas dans les détails sanglants, je l'avais toujours protégée de ça, mais elle en savait assez. Elle avait assisté à assez d'appels téléphoniques de 5 minutes pour mon anniversaire, où ma mère me parlait principalement des derniers exploits d'Alexandre, pour comprendre le tableau général. Sophie, ils ne savent même pas que j'ai démissionné de mon poste de graphiste il y a 3 mois. Ils pensent que je suis toujours dans cette agence de pub qui me rongeait l'âme. Pourquoi est-ce que je leur parlerais de la seule chose qui me fait me sentir vivante? Je me suis arrêtée, le rouleau de scotch à la main, et je me suis assise par terre en face d'elle. Le plancher était froid, réel. Ce n'est pas une fuite, tu sais. Pas vraiment. C'est une course. Je ne fuis pas loin d'eux, je cours vers moi. Vers une vie où quand je crie quelque chose, personne ne me dit que c'est « mignon » avant de changer de sujet. Une vie où mon succès ou mon échec ne dépendra que de moi. Sophie a hoché la tête lentement, ses yeux sombres et intelligents analysant mon visage. Je comprends. Mais ils vont finir par s'en rendre compte. Le jour où ils auront besoin de quelque chose. Sa phrase était prophétique, mais à l'époque, elle me semblait juste cynique. Eh bien, ce jour-là, il sera trop tard. J'ai attrapé un petit carton près de moi, le seul qui n'était pas destiné au camion de déménagement ou à la déchetterie. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait que quelques objets. Un vieux fouet de cuisine en argent qui avait appartenu à ma grand-mère maternelle, Marthe. Un livre de recettes de Le Nôtre, corné et taché de chocolat. Et plusieurs carnets de croquis. Des dessins de gâteaux, des esquisses de pièces montées, des idées de saveurs griffonnées dans la marge. Tu vois ça, ai-je dit en tendant un carnet à Sophie. J'avais 12 ans. J'avais dessiné une robe de mariée entièrement faite en sucre tiré. Quand je l'ai montrée à ma mère, elle a souri poliment et a dit « C'est très imaginatif, ma chérie ». Le soir même, j'ai entendu mon père dire au téléphone à un ami « Alexandre est incroyable, il a eu 18 en maths. Lui, au moins, il a les pieds sur terre. » Je ne sais pas d'où Chloé sort ses idées farfelues. Je lui ai repris le carnet doucement. Ils n'ont pas jeté mes dessins.
Ils ont fait pire. Ils les ont rendus insignifiants. Ils ont fait de ma passion un passe-temps, un truc de fille, une perte de temps. Alors non, je ne leur dirai rien. Mon départ, ma nouvelle vie, ma pâtisserie, ce n'est pas une perte de temps. C'est la seule chose qui compte. Sophie s'est levée et m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte solide, qui ne demandait rien et donnait tout. Alors on va construire la plus belle pâtisserie de France, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. Et on ne leur enverra même pas une carte postale. Ce jour-là, en fermant la porte de cet appartement parisien pour la dernière fois, je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste le soulagement immense de laisser derrière moi une peau qui n'était pas la mienne. Je ne partais pas pour échapper à mon passé, mais pour enfin lui permettre de mourir. Je ne savais pas encore que les fantômes de famille sont les plus tenaces, et que le mien n'attendait que le bon moment pour venir réclamer son dû. Le soir de ce déménagement, après le départ du camion et avant que je ne passe ma dernière nuit sur un matelas pneumatique, Sophie et moi avons commandé des pizzas. Nous les avons mangées à même le carton, assises sur le parquet froid, avec une bouteille de vin rouge bon marché qui nous a semblé être le plus grand des crus. L'acoustique de l'appartement vide faisait résonner nos voix, et dans cette chambre d'écho, j'ai senti le besoin de tout vider. Pas seulement les meubles. Sophie, qui avait un sixième sens pour ces choses-là, a simplement débouché une deuxième bouteille. Raconte-moi tout, Chloé. Pas les grandes lignes. Les détails. Pourquoi maintenant? Pourquoi si radicalement? Et pour la première fois, j'ai ouvert les vannes. Ça n'a pas commencé avec de la méchanceté, ai-je commencé, fixant les bulles dans mon verre. C'était plus insidieux. C'était une question de valeur. Dès la naissance, Alexandre valait plus. Il était l'héritier. Du nom, du cabinet d'avocats de mon grand-père, des attentes. Il était un investissement. Moi, j'étais un accessoire. Une décoration. Je me souviens de mes 10 ans. J'avais passé des mois à préparer le concours régional d'art plastique. Mon projet était une maquette de notre ville, Rennes, entièrement faite en sucre. Les bâtiments, les ponts, un travail de titan pour une gamine. J'ai gagné le premier prix. J'étais folle de joie. Je suis rentrée à la maison avec ma coupe en plastique doré et mon diplôme. Mon père a jeté un œil distrait. C'est bien, ma puce. Très jolie. Puis il s'est tourné vers ma mère. Martine, tu as vu le bulletin d'Alexandre? Que des A. Il va pouvoir intégrer le meilleur collège. Il faut qu'on appelle les Laroche pour leur demander conseil. Ma victoire, mon travail, mes heures de patience, tout ça a été balayé en 10 secondes pour faire place à l'éternel sujet principal, l'excellence de mon frère. Sophie n'a rien dit, elle a juste rempli mon verre. Ça a continué comme ça, tout le temps. Mon bac mention très bien? Félicitations, mais tu sais, les filières artistiques, il n'y a pas de débouché. Sois réaliste. Le succès d'Alexandre à la fac de droit à Assas? Des dîners, des célébrations, des « notre fils », le futur grand avocat. Ils lui ont payé son appartement à Paris, ses costumes, ses vacances. C'était un investissement pour son image. Moi, quand j'ai voulu intégrer une école d'art privée, ils m'ont ri au nez. On n'a pas les moyens, Chloé. On a tout mis dans les études d'Alexandre. J'ai fait une pause, la gorge serrée. Le souvenir le plus douloureux était le plus difficile à verbaliser. Mais le pire, Sophie, le pire, ce n'est pas ce qu'ils n'ont pas donné. C'est ce qu'ils ont pris. Je me suis levée, j'ai fait les 100 pas dans la pièce vide. Ma grand-mère maternelle, Marthe, m'adorait. Elle était la seule à voir, moi. La seule à m'apporter des carnets de croquis et des livres de pâtisserie en cachette. Avant de mourir, elle a mis de l'argent de côté pour moi. 30 000 €. C'était écrit dans son testament, une somme spécifiquement pour les études ou le premier projet de ma petite Chloé. J'avais 17 ans quand elle est morte. Les larmes que je retenais depuis des années ont commencé à couler. À mes 18 ans, mon père m'a fait asseoir à son bureau. Il a sorti un tas de papiers de succession. Il m'a dit que c'était des formalités, des trucs administratifs compliqués. Il m'a montré où signer. C'est pour débloquer les fonds, ma chérie. Fais confiance à ton père.
Et j'ai signé. Comme une idiote. J'ai signé sans lire. La voix de Sophie était un murmure glacé. Non. Si. 2 mois plus tard, Alexandre a eu une nouvelle voiture pour son anniversaire. Une magnifique Audi A5. Pour son standing, disait-il. J'ai demandé d'où venait l'argent. Ma mère m'a répondu, avec un naturel désarmant, « Oh, on a réussi à débloquer une partie de l'héritage de ta grand-mère. C'était plus urgent pour ton frère, tu comprends. » Ce n'est que des années plus tard, en parlant avec ma tante Hélène, que j'ai compris. Le papier que j'avais signé, c'était une renonciation. J'avais renoncé à mon héritage en leur faveur. Ils m'avaient volé, Sophie. Mes propres parents m'ont volé l'argent de la seule personne qui croyait en moi pour l'offrir à celui qui avait déjà tout. Sophie s'est levée et m'a serré contre elle, sa fureur palpable. Chloé. C'est un délit. C'est un abus de confiance, une falsification. Tu aurais pu les traîner en justice. J'ai secoué la tête, essuyant mes larmes avec rage. Et faire quoi? Déchirer la famille? Créer un scandale? J'avais 18 ans, j'étais seule et j'avais peur. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis tue. J'ai encaissé. Mais j'ai juré ce jour-là. J'ai juré que je ne leur demanderais plus jamais rien. Que je construirais ma vie si loin de leur influence qu'ils ne pourraient plus jamais rien me prendre. C'est ça, mon déménagement. Ce n'est pas juste un nouveau départ. C'est le remboursement d'une dette. La mienne, envers la petite fille de 18 ans que j'ai laissée se faire abuser. Retour au présent. Le souvenir de cette conversation, si vif, ne faisait que renforcer la résolution d'acier qui s'était emparée de moi depuis l'appel de mon père. Ma vie à Lyon n'était pas un accident heureux, c'était la concrétisation de ce serment. L'éclat d'ambre n'était pas juste une boutique. C'était ma forteresse. Située dans le quartier chic du 6e arrondissement, la façade était d'un bleu nuit élégant, avec des lettrages en laiton brossé. À l'intérieur, ce n'était pas le rose poudré et les fioritures habituelles, mais un décor de marbre sombre, de bois de noyer et de touches de laiton, mettant en valeur les gâteaux comme des bijoux dans une vitrine de la place Vendôme. Chaque détail, du packaging aux uniformes du personnel, avait été pensé, dessiné, validé par moi. Le succès n'avait pas été immédiat. Les 6 premiers mois avaient été un combat acharné, des journées de 18 heures, des nuits passées à faire des essais et à pleurer de fatigue et de stress. Sophie, qui avait quitté son poste dans le marketing pour me rejoindre, gérait les finances et la communication avec une main de fer dans un gant de velours. C'est elle qui a eu l'idée de contacter les conciergeries de luxe des grands hôtels lyonnais. C'est elle qui a décroché notre premier gros contrat pour un événement de l'Institut Lumière. Mon talent a fait le reste. Je ne faisais pas des gâteaux. Je créais des expériences. Mon « Forêt noire revisité » était une sphère de chocolat noir qui se brisait sous la cuillère pour révéler une mousse légère à la fève tonka et un cœur de griotte au kirsch. Mon « Saint-Honoré » était déstructuré, avec des choux craquelins remplis d'une crème diplomate à la vanille fumée. La presse locale a commencé à en parler. L'orfèvre du sucré, la nouvelle pépite lyonnaise. Puis le bouche à oreille a fait son œuvre. Aujourd'hui, 10 mois après cet appel de mon père, la pâtisserie était une entreprise florissante. Nous avions une liste d'attente pour les gâteaux de mariage. Des entreprises du CAC 40 nous commandaient des créations sur mesure pour leur conseil d'administration. Mon chiffre d'affaires mensuel dépassait ce que mon père gagnait probablement en un an. Cet argent n'était pas un but en soi. C'était un outil. L'outil de mon indépendance. Je n'avais plus besoin de l'approbation de personne. Je n'avais plus besoin de leur permission. Je n'avais plus besoin de leur argent, et surtout, je n'avais plus peur de la menace de leur en être privé. Pendant ma pause déjeuner, au lieu de manger, je consultais souvent les annonces immobilières. Pas pour un petit appartement, mais pour un magnifique canut avec ses poutres apparentes et sa vue sur les toits de la Croix-Rousse. Un endroit avec assez d'espace pour un vrai salon, une chambre d'amis pour Sophie quand elle travaillait tard, et une grande cuisine personnelle où je pourrais expérimenter pour le plaisir, pas pour le commerce. Mon cercle social s'était construit autour de cette nouvelle vie. Des chefs, des artisans, des entrepreneurs. Des gens qui parlaient de passion, de projets, de créativité.
Des gens qui, quand je leur parlais d'une nouvelle idée, ne disaient pas « c'est mignon », mais « comment comptes-tu t'y prendre ?» Ma vie était pleine. Riche. Sereine. Et c'est dans cette forteresse de paix et de succès que l'appel de mon père avait tenté de faire une brèche. Mais il n'avait pas compris. Les murs de ma forteresse n'étaient pas faits de briques ou de pierres. Ils étaient faits de toutes les fois où il m'avait ignoré, de toutes les larmes que j'avais ravalées, de chaque petite victoire que j'avais dû célébrer seule. C'était une forteresse imprenable, car elle avait été construite de l'intérieur. Le barrage a commencé moins d'une heure après avoir raccroché au nez de mon père. Le premier assaut fut mené par ma mère, Martine. Un message WhatsApp. Chloé ma chérie, ton père m'a raconté votre conversation. Il est très contrarié. Je suis sûre que tu ne pensais pas ce que tu as dit. La famille, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Tu ne peux pas nous faire ça, tu vas briser le cœur de ton frère. Appelle-moi. Bisous. Maman. J'ai lu le message, chaque mot suintant la manipulation passive-agressive. Le « ma chérie », la culpabilisation, le « cœur brisé » de mon frère qui, j'en étais sûre, n'était même pas encore au courant. J'ai pris une capture d'écran, l'ai enregistrée dans un nouveau dossier sur mon ordinateur que j'ai sobrement intitulé « Famille, preuve » et j'ai supprimé la conversation. Puis ce fut le tour d'Alexandre. Des SMS, plus directs. 15h12, salut sœurette. Papa a l'air furax. Qu'est-ce que tu as encore fait? 15h30, apparemment tu ne veux pas venir dîner samedi. Sois pas comme ça, c'est important pour moi. Les Dubois sont de la vieille école. 16h15, Chloé, réponds. C'est pas le moment de faire ta crise. Fais-le pour moi. Capture d'écran. Enregistrement. Suppression. Le soir, alors que je fermais la boutique avec Sophie, je lui ai tout raconté. Elle a écouté attentivement, son visage se durcissant à chaque mot. C'est classique, a-t-elle dit en essuyant le comptoir avec une rage contenue. Le soldat invisible. Inutile en temps de paix, mais indispensable au front pour protéger le prince héritier. Ne leur réponds surtout pas. Je n'en ai pas l'intention. Non, je suis sérieuse, Chloé. Ne te contente pas de les ignorer. Protège-toi. Légalement. Sophie avait fait un peu de droit dans sa jeunesse, avant de bifurquer vers le marketing, et elle avait gardé un esprit incroyablement carré et pragmatique. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ces gens sont capables de tout pour leur image. Ils pourraient essayer de te nuire, de raconter des mensonges. À partir de maintenant, tu documentes absolument tout. Chaque appel, chaque message. Elle a tapoté sur son propre téléphone. Il existe des applications qui enregistrent les appels. C'est légal si tu préviens ton interlocuteur en début de conversation. Fais-le. Ce soir-là, j'ai téléchargé l'application. Je me sentais un peu paranoïaque, mais une petite voix me disait que Sophie avait raison. Le lendemain, l'offensive est montée d'un cran. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai activé l'enregistreur et j'ai décroché. Allô? Une voix mielleuse, presque sirupeuse. Chloé? C'est Éléonore. La fiancée. Le joyau de la couronne. Bonjour Éléonore. J'espère que je ne te dérange pas. Jean-Pierre et Martine sont si inquiets. J'ai tellement hâte de te rencontrer, tu sais. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. La famille de mon futur mari est si importante pour moi, c'est le socle de tout. J'espère vraiment que tu pourras te joindre à nous samedi. C'était si faux, si parfaitement joué, que c'en était presque une œuvre d'art. C'est gentil, Éléonore, mais comme je l'ai dit à mon père, je ne serai pas disponible. Oh. Mais, pourquoi? Y a-t-il un problème? On peut peut-être le régler ensemble? Il n'y a aucun problème que tu puisses régler. Je te souhaite une bonne journée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Enregistrement sauvegardé. L'après-midi, ce fut le tour de mon cousin Pascal, le sycophante en chef de la famille, celui qui gravitait toujours autour de mes parents dans l'espoir de récupérer quelques miettes de leur prestige local. Clo, c'est Pascal. Dis donc, j'ai eu tonton Jean-Pierre au téléphone. Il est pas bien, tu sais.
Faut pas être si dur. On sait tous que t'as ton caractère, mais là, c'est pour Alexandre. Un petit effort, quoi. Ce serait plus simple pour tout le monde. Plus simple pour tout le monde. Cette phrase résumait toute la philosophie de ma famille. Mon confort, mes sentiments, ma vie, tout ça devait être sacrifié sur l'autel de leur simplicité. Bonjour Pascal. Je te remercie de ton appel. Je dois te prévenir que cette conversation est enregistrée. Un long silence. Pourquoi? C'est ma nouvelle politique. Maintenant, que puis-je faire pour toi? Son ton a changé instantanément. Il est devenu hésitant, mal à l'aise. Non, rien. C'était juste pour prendre des nouvelles. Bon, je te laisse, hein. Salut. Il a raccroché précipitamment. J'ai souri. Sophie avait raison. Le simple fait de savoir qu'il y avait une trace suffisait à faire reculer les serpents. Le soir, mon dossier « Famille », preuve, contenait déjà une dizaine de fichiers. Des captures d'écran, des enregistrements audio. Ce n'était plus seulement une défense passive. C'était une stratégie. Je ne subissais plus l'assaut. Je le cataloguais. Je le transformais en munitions. Je ne savais pas encore quand ni comment je les utiliserais, mais je savais une chose, la prochaine fois qu'ils essaieraient de me faire passer pour la folle, l'ingrate, la méchante, j'aurais les reçus. Et la facture serait salée. Au milieu de ce déluge de manipulation, 2 appels sont venus éclairer ma semaine comme des phares dans la tempête. Le premier fut celui de ma grand-mère paternelle, Yvette. Mamie Yvette. La seule du côté de mon père qui m'ait jamais regardée comme une personne à part entière. Une femme de 80 ans, droite comme un i, avec un esprit plus affûté que celui de son fils. Ma chérie, c'est mamie. Sa voix était chaude, sans détour. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ton père m'a appelé. Il voulait que je te raisonne. Un petit rire sec a ponctué sa phrase. Comme si on pouvait raisonner une femme comme toi. Un immense soulagement m'a envahi. Bonjour mamie. Je suis contente de t'entendre. Moi aussi. Écoute-moi bien, Chloé. Je sais ce que tu as enduré pendant toutes ces années. Je n'ai pas toujours été assez forte pour m'y opposer frontalement, et je le regretterai toujours. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches une chose, n'écoute personne. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère. N'écoute qu'une seule voix, celle qui est juste là, dit-elle, et je pouvais presque la voir tapoter sa poitrine. Celle qui est à l'intérieur de toi. Fais ce qui est juste pour toi. Et sache que quoi que tu décides, je serai fière de toi. Des larmes me sont montées aux yeux. Des larmes de gratitude cette fois. Merci, mamie. Ça signifie plus que tout pour moi. Je le sais. Maintenant, tiens bon. La bise ne souffle jamais aussi fort que juste avant que le soleil ne se lève. Cet appel m'a donné la force de tenir. Mais c'est le second qui m'a donné les armes. Il est arrivé 2 jours plus tard. Un numéro que je ne connaissais pas, de la région de Nantes. Méfiante, j'ai activé l'enregistreur. Allô? Chloé? C'est ta tante Hélène. Hélène. La sœur de mon père. La brebis galeuse de la famille. Celle dont on ne parlait qu'à voix basse. Elle avait claqué la porte 20 ans plus tôt, après une dispute monumentale concernant, déjà à l'époque, un arrangement financier douteux que mon père voulait lui imposer. Je ne l'avais pas vue depuis mes 10 ans. Ma voix était hésitante. Tante Hélène? Comment? Yvette m'a donné ton numéro. Elle m'a dit que l'histoire se répétait. Que les vautours tournaient encore. Son langage était direct, imagé. Je reconnaissais le même sang que celui de ma grand-mère. Je ne t'appelle pas pour te donner des conseils. Tu es assez grande pour savoir ce que tu as à faire. Je t'appelle pour te donner quelque chose qui t'appartient. J'ai froncé les sourcils. Qui m'appartient? Oui. Ta grand-mère Marthe, la mère de ta mère, elle était maligne, tu sais. Bien plus que ta mère ne le sera jamais. Elle se méfiait terriblement de ton père. Elle voyait bien son manège, comment il ne jurait que par le garçon. Avant de mourir, elle est venue me voir.
En secret. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle m'a confié des choses, Hélène a continué. Elle m'a parlé de l'argent qu'elle te laissait. Elle avait peur que Jean-Pierre mette la main dessus. Alors elle m'a donné des doubles. Une copie de son testament holographe, celui écrit de sa main, où elle précise bien la somme et son intention. Et une lettre. Une lettre pour toi. Elle m'a dit, Hélène, si un jour cette petite se fait voler, si mon gendre et ma fille lui font du mal, donne-lui ça. Ce sera sa preuve. J'étais sans voix. Je me suis assise sur une caisse de citron de Menton, le téléphone collé à l'oreille. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. J'ai gardé ces papiers dans un coffre pendant 15 ans. Je crois qu'il est temps qu'ils retournent à leur propriétaire légitime. J'ai tout mis dans une grande enveloppe. Je te l'envoie par courrier recommandé avec accusé de réception dès demain. Ça devrait arriver chez toi en 48 heures. Tante Hélène, pourquoi? Parce que le sang, le vrai, ça ne consiste pas à sourire sur les photos de famille. Ça consiste à se protéger les uns les autres des prédateurs. Même quand ils portent le même nom. Tiens bon, petite. Tu es plus forte qu'eux. Quand j'ai raccroché, je tremblais. Ce n'était plus une question de défense. C'était une révélation. Mon intuition de jeune fille, ma douleur d'adolescente, tout ce que j'avais ressenti comme une injustice floue et personnelle venait de se cristalliser en un fait tangible. Une preuve. 2 jours plus tard, le facteur m'a tendu une grande enveloppe rigide. Je l'ai signée, le cœur battant. Je l'ai ouverte avec un coupe-papier, mes mains tremblantes. À l'intérieur, protégés par des pochettes en plastique, il y avait les documents. La copie du testament, avec l'écriture penchée et élégante de ma grand-mère. Et la lettre. Ma Chloé chérie, si tu lis ces mots, c'est que mes craintes se sont réalisées et que des gens avides ont essayé de te priver de ce qui te revient. Sache que les 30 000 € que je te lègue sont le fruit de mes économies, pour toi et toi seul. Pour que tu puisses dessiner, créer, construire tes rêves sans dépendre de personne. C'est ton envol, ton indépendance. Ne laisse personne te couper les ailes. Je t'aime. Ta grand-mère qui veille sur toi, Marthe. J'ai relu la lettre 10 fois, les larmes brouillant les mots. Puis, avec un calme glacial, je me suis levée. J'ai allumé mon scanner professionnel. J'ai numérisé chaque page en très haute résolution. J'ai enregistré les fichiers dans mon dossier « Famille », preuve, sous un nom de code, arme nucléaire. Le jeu venait de changer. Radicalement. Armé de cette nouvelle certitude, j'attendais. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le vendredi après-midi, à la veille du fameux dîner, mon père a rappelé. L'échec des tentatives de ses lieutenants l'avait rendu furieux. Il n'y avait plus aucune trace de civilité dans sa voix. J'ai décroché, activant l'enregistrement. J'écoute. C'est ta dernière chance, Chloé. Demain soir. Chez nous. 19 heures. Sois là. C'était un ordre militaire. Ma réponse n'a pas changé. Et je te prierai de ne plus m'appeler. Tu ne comprends donc pas, a-t-il hurlé, et je l'imaginais dans son bureau cossu, le visage rouge de colère. Tu es en train de tout gâcher. Pour un caprice. Le mariage d'Alexandre, son avenir, l'honneur de cette famille. L'honneur de cette famille, ai-je répété, ma voix tranchante comme une lame de rasoir. Laisse-moi rire. Parlons-en, de l'honneur. Parlons de la façon dont vous avez traité votre propre fille pendant 30 ans. Parlons de la façon dont vous m'avez volé. Il y a eu un silence stupéfait. Volé? Mais de quoi parles-tu? Tu as perdu la tête. Nous t'avons tout donné. Vous ne m'avez rien donné. Vous m'avez pris. Vous m'avez pris l'argent de grand-mère Marthe. Le silence à l'autre bout du fil était si dense que je pouvais presque le toucher. C'était un silence coupable. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'était des arrangements de succession compliqués. Tu étais trop jeune pour comprendre. J'avais 18 ans. J'étais assez vieille pour signer un document de renonciation que tu m'as fait passer pour une simple formalité, n'est-ce pas? Il a commencé à bafouiller, à chercher une issue. C'était pour le bien de la famille, pour investir dans l'avenir d'Alexandre. C'était un vol,
papa. Un abus de confiance sur une jeune fille naïve. Appelle ça comme tu veux, mais la loi, elle, a un nom bien précis pour ça. C'est là qu'il a sorti sa dernière carte. La menace qu'il pensait ultime. Écoute-moi bien, petite insolente, sa voix était redevenue grave, menaçante. Si tu n'es pas à ce dîner demain, si tu humilies cette famille devant les Dubois, je te jure que je ferai le nécessaire. Je te ferai rayer du livret de famille. Tu seras officiellement renié, déshérité. Tu n'existeras plus pour nous, tu entends? Tu seras morte à nos yeux. Il s'attendait à des larmes, des supplications. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Au lieu de ça, j'ai ri. Un rire calme, presque joyeux. Te déshériter, ai-je dit, savourant chaque mot. Mais me déshériter de quoi, papa? De tes dettes? De ton manoir dont la toiture fuit? Laisse-moi t'apprendre une chose sur la fille, aux idées farfelues. Ma petite entreprise, celle que tu considérais comme un passe-temps, génère plus de profit que ton cabinet d'avocat en déclin. Avec ce que je gagne en un mois, je pourrais payer la rénovation complète de ta chère maison. Avec ce que je gagne en un an, je pourrais te la racheter et te mettre à la porte. Alors, ton nom de famille, ton héritage et tes menaces, tu peux te les garder. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Ce n'était plus de la colère, de la surprise ou de la culpabilité. C'était le son d'un monde qui s'effondre. Le son d'un homme qui réalise qu'il a perdu tout pouvoir, tout contrôle sur la seule personne qu'il avait toujours considérée comme sa propriété. Sa voix, quand elle est revenue, était un murmure méconnaissable. Cassé. C'est vrai? Ce que tu dis sur ton argent? Le changement de ton était si soudain, si pathétique. L'intérêt cupide remplaçant la fureur. C'était la chose la plus laide que j'ai jamais entendue. Tu veux qu'on parle d'argent maintenant? C'est fascinant comme tes priorités changent. Mais j'ai une meilleure idée. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai retrouvé un autre document de famille, tu sais. Une lettre. Une lettre de grand-mère Marthe, qui accompagnait une copie de son testament. Le nom de la banque, le montant, son intention, tout est écrit noir sur blanc. Falsification de signature sur une personne vulnérable, abus de confiance, ça te dit quelque chose, papa? Ce sont des délits pénaux. Avec des peines de prison à la clé. Je l'ai laissé mariner dans cette information pendant quelques secondes. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas m'oublier. Tu vas oublier mon numéro. Tu vas dire aux Dubois que j'ai la peste, que j'ai été enlevé par des extraterrestres, je m'en fiche. Mais tu ne prononceras plus jamais mon nom. Parce que si tu le fais, si tu essaies encore une seule fois de me contacter ou de me nuire, la prochaine lettre que tu recevras ne viendra pas de ta tante. Elle viendra d'un huissier de justice. Est-ce que c'est clair? Il n'a pas répondu. Je n'ai entendu qu'un souffle rauque, le son d'un homme KO debout. J'ai raccroché. Doucement. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Nom du fichier, checkmate. Le roi était nu. Et la partie était terminée. Ou presque. Je pensais avoir atteint le point final, que le silence serait ma victoire. Mais les familles comme les Dubois, celles qui ont bâti des empires, ne laissent rien au hasard. Elles ne se contentent pas des apparences, elles grattent le vernis pour vérifier la solidité du bois en dessous. Une semaine après ma confrontation finale avec mon père, je recevais un email au ton formel et impeccable. Il ne venait pas de Monsieur Dubois lui-même, mais de l'adresse de son « Family Office », le bureau privé qui gérait sa fortune et ses investissements. L'expéditeur était une certaine Madame Leclerc, son assistante personnelle et chef de cabinet. Chère Mademoiselle Fournier, dans le cadre d'un projet d'investissement et d'une procédure de due diligence standard concernant la famille de Maître Alexandre Fournier, nous souhaiterions nous entretenir avec vous en toute confidentialité. Monsieur Dubois accorde une grande importance à l'intégrité et à la transparence de ses partenaires. Votre perspective nous serait précieuse. Nous sommes à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous à votre convenance. Le langage était corporatif, mais le message était clair. Le patriarche avait flairé quelque chose. Mon absence au dîner, les explications probablement boiteuses de mes parents,
tout cela avait allumé un voyant rouge sur son tableau de bord. Ce n'était pas de la curiosité. C'était une enquête. J'ai immédiatement appelé Sophie. Ils veulent me voir. Le grand-père Dubois. Je le savais, a-t-elle exulté. Un homme comme ça, tu ne lui fais pas avaler des couleuvres. C'est ta chance, Chloé. Mais il faut la jouer intelligemment. Pas d'émotion. Des faits. Sur ses conseils, j'ai répondu à Madame Leclerc. Je n'ai pas accepté un rendez-vous à leur convenance. J'ai imposé mes conditions. Chère Madame Leclerc, je vous remercie de votre prise de contact. Je peux vous accorder un entretien. Il aura lieu dans les bureaux de mon avocat, Maître Durand, à Lyon, mardi prochain à 14 heures. Je viendrai accompagné de mon associé, Madame Sophie Bernard. Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. Chloé Fournier. C'était une façon de leur dire, je ne suis pas une petite chose effarouchée que vous convoquez. Je suis une chef d'entreprise, et vous entrez sur mon territoire. Le mardi suivant, j'étais assise dans la salle de réunion sobre et moderne du cabinet de mon avocat. J'avais enfilé un tailleur pantalon noir, une coupe impeccable. Mes cheveux étaient tirés en un chignon strict. Devant moi, sur la table, une tablette contenait mon dossier, famille, preuve. Sophie était à ma droite, calme et solide. Monsieur Dubois est entré à l'heure précise. C'était un homme plus petit que je ne l'imaginais, mais il dégageait une autorité naturelle qui emplissait la pièce. Ses yeux gris, vifs et perçants, vous donnaient l'impression qu'il voyait directement à travers vous. Il était accompagné de Madame Leclerc. Après les présentations polies, il est allé droit au but. Mademoiselle Fournier, merci de nous recevoir. Je vais être franc. Avant toute alliance, qu'elle soit maritale ou commerciale, je fais vérifier les fondations. Et dans les fondations de votre famille, il y a une fissure. Vous. Une sœur unique, brillante entrepreneuse d'après mes renseignements, qui est totalement absente de la vie de son frère. C'est une anomalie. J'aimerais comprendre pourquoi. J'ai pris une profonde inspiration. Pas d'émotion. Des faits. Monsieur Dubois, je comprends votre démarche. Pour faire simple, disons que ma famille et moi n'avons pas la même définition du mot « valeur ». Pour eux, la valeur réside dans l'apparence, le statut, l'héritage d'un nom. Pour moi, elle réside dans l'intégrité, le mérite et le respect. Nos valeurs étant incompatibles, nos chemins se sont séparés. Il a hoché la tête, son regard ne me quittant pas, c'est une réponse diplomatique. Je préfère la vérité brute. Très bien. La vérité brute, c'est que j'ai été considérée toute ma vie comme un élément secondaire, un faire-valoir pour mon frère, qui était l'unique investissement de mes parents. La vérité brute, c'est que lorsque j'ai eu besoin d'aide pour mes études, on me l'a refusée. Et la vérité la plus brute, monsieur, c'est que mes parents ont détourné un héritage de 30 000 € que ma grand-mère m'avait personnellement légué. J'ai fait glisser la tablette sur la table vers lui. Vous trouverez dans ce dossier les preuves de tout ce que j'avance. Message, enregistrement, et surtout, la copie d'une lettre de ma grand-mère qui ne laisse aucune place au doute. Il a parcouru les documents sur la tablette, Madame Leclerc lisant par-dessus son épaule. Son visage est resté de marbre, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter légèrement. Après un long silence, il a relevé les yeux. J'ai bâti mon entreprise sur un principe simple, Mademoiselle Fournier, on ne fait pas d'affaires avec des gens malhonnêtes. Jamais. Une famille qui vole son propre enfant pour une question d'image n'est pas seulement malhonnête. Elle est faible. Et je déteste la faiblesse. Il s'est levé. Vous avez du caractère. Vous me rappelez moi à mes débuts. J'ai aussi dû couper les ponts avec une partie de ma propre famille pour des raisons similaires. Vous n'avez pas besoin d'eux, mademoiselle. Eux, en revanche, semblent avoir un besoin désespéré de votre silence. Je vous remercie pour votre temps et votre franchise. Vous avez confirmé tout ce que je suspectais. Il m'a tendu la main. Sa poignée était ferme, sèche. Un saut. En sortant de la salle, je savais que j'avais fait plus que me défendre. J'avais planté une graine de chaos au cœur même de l'alliance qu'il cherchait à tout prix à consolider. Et j'avais hâte de la voir germer. Le jour du mariage de mon frère, je n'étais pas à Rennes. Je n'étais même pas en France.
J'étais à Milan, arpentant les allées du salon World Pastry Star, le plus grand événement professionnel de la pâtisserie de luxe en Europe. J'y présentais ma nouvelle collection de chocolats, des ganaches audacieuses infusées au poivre de Timu et au thé fumé Lapsang Souchong. J'étais entouré de l'élite de mon métier, je parlais affaires avec des distributeurs japonais et des hôteliers de Dubaï. J'étais exactement là où je devais être. Ma vie ne s'était pas arrêtée à cause de leur drame, elle s'était accélérée. Ce soir-là, alors que les invités de mon frère devaient être en train de siroter du champagne tiède dans le manoir familial, je signais un contrat d'exclusivité pour le marché italien avec un grand groupe de délicatessen. C'était une victoire. Ma victoire. Je n'ai appris les détails de la célébration que le lendemain, grâce à un appel en conférence avec mes deux alliés, Mamie Yvette et Tante Hélène. Elles avaient décidé d'y assister, non par loyauté envers mon père, mais en tant qu'observatrices, mes yeux et oreilles, sur le champ de bataille. Ma chérie, si tu avais vu ça. A commencé Mamie Yvette, sa voix pétillant de malice. C'était un chef-d'œuvre de malaise. On aurait dit une pièce de Ionesco. Tante Hélène a renchéri, tes parents avaient des sourires si crispés qu'on aurait pu croire qu'ils avaient des cintres dans la bouche. Martine n'arrêtait pas de s'éventer en disant à qui voulait l'entendre que tu avais attrapé une mononucléose foudroyante et que les médecins t'avaient interdit de voyager. C'était tellement gros que même le traiteur n'y a pas cru. Je pouvais imaginer la scène. Ma mère, dans son rôle de grande tragédienne, s'assurant que tout le monde soit bien au courant de la maladie de sa fille ingrate. Et à Alexandre, ai-je demandé, curieuse malgré moi. Pâle comme un linge, a répondu Yvette. Il passait son temps à regarder son téléphone, comme s'il attendait un miracle. Ou un message de toi. La mariée, Éléonore, avait l'air d'une reine de glace. Magnifique, mais avec des yeux qui lançaient des éclairs. Elle savait. Elle sentait que le château de cartes était en train de s'effondrer. Mais le clou du spectacle, le moment que je n'aurais osé espérer, fut l'œuvre de Monsieur Dubois. Il a été diabolique, a raconté Hélène, un rire dans la voix. D'une courtoisie parfaite, mais absolument mortelle. Il se promenait de groupe en groupe, un verre à la main, et posait des questions d'une fausse innocence. J'étais à côté de lui quand il a abordé ton père. Elle a imité la voix grave du patriarche. Alors, Jean-Pierre, c'est donc votre seul enfant? C'est curieux, dans les documents préliminaires que mes équipes ont consultés, il me semblait qu'il était fait mention d'une fille. Chloé, je crois. Une entrepreneuse remarquable, si ma mémoire est bonne. Vous devez être si fier. Il y a eu un silence dans notre conversation téléphonique, le temps que j'absorbe la cruauté exquise de la situation. Ton père est devenu violet, a continué Hélène. Il a bafouillé quelque chose sur ma maladie imaginaire. Dubois a hoché la tête, l'air pensif. Ah, la santé, c'est si fragile. Tout comme la confiance. N'est-ce pas? Puis il lui a tourné le dos et s'en est allé, le laissant planté au milieu du salon. L'humiliation était publique, silencieuse, et totale. Mamie Yvette a conclu, la famille Dubois est partie juste après le gâteau, sans un mot de plus. Ils ont à peine salué. Tout le monde l'a vu. Le message était clair, l'alliance était rompue avant même d'avoir été scellée. Tes parents ont passé le reste de la soirée à essayer de faire bonne figure, mais le cœur n'y était plus. C'était le naufrage du Titanic, mais avec des petits fours. En raccrochant, je n'ai ressenti aucune jubilation. Juste une sorte de calme froid, la satisfaction de voir un calcul mathématique arriver à sa conclusion logique. Ils avaient semé le mépris et l'injustice pendant 30 ans. Ils récoltaient aujourd'hui l'humiliation et l'échec. C'était la loi du karma, servie non pas sur un plateau d'argent, mais dans des coupes de champagne éventées. Et c'était bien plus savoureux que n'importe quel gâteau de mariage. La semaine qui a suivi le mariage a été celle de la désintégration. Les échos de la débâcle me parvenaient par bribes, via mes alliés. Le projet de fusion entre le cabinet d'avocats chancelant d'Alexandre et une filiale d'investissement de l'Empire Dubois avait été officiellement suspendu pour réévaluation, le jargon des affaires pour enterrer 6 pieds sous terre. La réputation de ma famille, leur bien le plus précieux, était en lambeaux dans le petit monde de la bourgeoisie rennaise. C'est alors que la panique a remplacé l'arrogance. Mon téléphone,
silencieux depuis ma confrontation avec mon père, s'est remis à vibrer. C'était Alexandre. D'un autre numéro. Les messages étaient d'un ton radicalement différent. Fini la désinvolture, fini les ordres. C'était le geignement d'un homme au bord du précipice. Chloé, je t'en supplie, réponds. C'est un cauchemar. Les Dubois me lâchent. Éléonore ne me parle plus. Ses parents ont dit à mon père que notre famille manquait de droiture, point. C'est de ta faute. Si seulement tu étais venu, rien de tout ça ne serait arrivé. Puis, le ton a changé à nouveau, passant de l'accusation à la supplication la plus abjecte. Ok, j'ai merdé. J'ai été un lâche. J'aurais dû te défendre. Je suis désolé, d'accord? Je suis désolé pour tout. Mais s'il te plaît, aide-moi. Appelle Dubois. Dis-lui que c'est un malentendu. Dis-lui que tout est de ma faute, mais sauve-moi. Ma vie est finie. J'ai lu les messages, assise dans mon bureau à Lyon, une tasse de thé fumant à la main. Je n'ai ressenti aucune pitié. Juste un profond dégoût. Il n'était pas désolé pour le mal qu'il m'avait fait. Il était désolé pour les conséquences que ses actes avaient sur lui. Sa vie finie n'était pas une question de cœur brisé, mais de compte en banque menacé. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu bloquer ce numéro comme les autres et le laisser mariner dans le jus de son échec. C'était tentant. C'était la solution facile. Mais ce n'était pas juste. Ce n'était pas suffisant. Le laisser s'en tirer avec de simples regrets égoïstes aurait été une victoire incomplète. La justice, la vraie, exigeait plus. Elle exigeait réparation. J'ai appelé mon avocat, Maître Durand. Je lui ai expliqué la situation, lu les messages d'Alexandre. Que voulez-vous faire, mademoiselle Fournier, m'a-t-il demandé. Je veux clore ce chapitre, maître. Définitivement. Mais je veux le clore selon mes termes. 1 heure plus tard, après une discussion intense avec lui et Sophie, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rédigé un email. Un email simple, froid et implacable. Destinataire, alexandre.fournier@email.fr, jp.fournier.avocat@email.fr, martine.fournier@email.fr. En copie carbone, m.durand@durand-avocat.fr, c.leclerc@dubois-invest.com. Objet, clôture de différend familial. Le simple fait d'ajouter l'assistante de Monsieur Dubois en copie était un coup de maître suggéré par Sophie. C'était s'assurer qu'il n'y aurait aucune tentative de dissimulation. Le corps du message était court. Suite à notre différend familial concernant la somme de 30 000 € détournée de l'héritage de ma grand-mère, Madame Marthe Dubois, en 2010, et afin de clore définitivement ce chapitre, je vous mets en demeure par la présente. Je ne demande aucune réparation personnelle. Cependant, je vous demande de verser la somme de 55 000 €, représentant le capital initial et une estimation des intérêts et du préjudice moral sur 15 ans, à l'association, Elle pour l'avenir, qui œuvre pour le financement des études de jeunes filles issues de milieux défavorisés. Le virement devra être effectué sous 30 jours calendaires à compter de la réception de ce courriel. Un reçu fiscal au nom de l'association devra être transmis à mon avocat pour attester du paiement. Passé ce délai, et sans réception de cette preuve, Maître Durand engagera, sans autre préavis, les poursuites pénales qui s'imposent pour abus de confiance et falsification de documents. Ceci n'est pas une négociation. Cordialement. Chloé Fournier. J'ai relu le texte 3 fois. Chaque mot était pesé. Chaque phrase était une pierre scellée sur leur tombeau. Ce n'était pas une demande d'argent pour moi. C'était une demande de rédemption forcée. Je transformais leur acte le plus laid en une action positive. Je les forçais à réparer leurs fautes, non pas en me remboursant, mais en donnant à d'autres jeunes filles la chance qu'ils m'avaient refusée. C'était le coup de grâce. Une justice poétique et impitoyable. Ma main a tremblé une seconde au-dessus de la souris. Puis, avec un calme absolu, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Le petit son émis par mon ordinateur a résonné dans le silence de mon bureau comme le claquement d'une porte de prison qui se referme. 1 an plus tard. Je suis sur la terrasse de mon nouvel appartement.
Un magnifique duplex sur les pentes de la Croix-Rousse, avec une vue plongeante sur les toits de Lyon et la basilique de Fourvière au loin. Le soleil de fin de journée baigne la ville d'une lumière douce et dorée. Un verre de Condrieu frais est posé à côté de moi. L'air sent le jasmin qui grimpe le long de la balustrade. C'est la paix. Une paix que j'ai gagnée, que j'ai construite. L'éclat d'ambre a continué de prospérer. Nous avons ouvert une deuxième boutique, un corner prestigieux au sein de la grande épicerie de Paris. Je partage ma vie entre Lyon et la capitale, entre la création et la gestion d'une entreprise qui emploie maintenant 15 personnes. Sur la table basse, à côté de mon verre, il y a une lettre. Je l'ai reçue ce matin. Elle vient de l'association Elle pour l'avenir. C'est une lettre de remerciement, accompagnée des portraits de 3 jeunes femmes souriantes. Une future ingénieure, une apprentie chef cuisinière, une étudiante en histoire de l'art. Le courrier explique que le don exceptionnel reçu l'année dernière a permis de financer intégralement leurs 3 bourses d'études. Mes parents ont payé. Ils ont dû vendre un appartement qu'ils possédaient à La Baule pour réunir la somme. Maître Durand a reçu la preuve du virement le 29e jour, juste avant l'expiration du délai. Ils n'ont jamais répondu à mon email. Les nouvelles du front me parviennent encore parfois, par l'intermédiaire de mamie Yvette. Le divorce d'Alexandre et Éléonore a été prononcé. Elle est repartie à Paris, et la rumeur dit qu'elle est déjà fiancée à un banquier suisse. Le cabinet d'avocats de mon frère, privé de l'injection de capital des Dubois et plombé par la mauvaise réputation, a finalement été absorbé pour une bouchée de pain par un plus gros concurrent. Alexandre y est maintenant un simple collaborateur, lui qui se voyait en grand ténor du barreau. Mes parents vivent reclus dans leur manoir. Ils ne reçoivent plus, ne sortent plus. Leur statut social, ce totem pour lequel ils avaient tout sacrifié, s'est évaporé. Ils sont devenus une anecdote, un sujet de messe basse dans les dîners où ils ne sont plus invités. Parfois, un numéro inconnu essaie encore de m'appeler. Je ne réponds jamais. Je regarde les visages de ces 3 jeunes femmes sur le papier glacé. Leur avenir, rendu possible par la réparation d'une injustice passée. Je prends la lettre et je la range dans une boîte en bois, à côté de celle de ma grand-mère Marthe. On me demande parfois si je leur ai pardonné. La question me semble hors de propos. Le pardon est une affaire personnelle, émotionnelle. Ce que j'ai cherché, ce n'était pas un apaisement de mes blessures. C'était un rééquilibrage des comptes. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance aurait été de les voir souffrir, et leur souffrance me laisse profondément indifférente. C'était une question de justice. La justice, c'était que l'argent volé à une jeune fille pour l'empêcher de poursuivre ses rêves serve à en propulser d'autres. La justice, c'était de leur prouver que la valeur que je m'étais construite seule était infiniment supérieure à celle qu'ils avaient essayé de m'assigner. Je lève mon verre, non pas à leur défaite, mais à ces 3 avenirs. À ma grand-mère, qui aurait, j'en suis sûre, adoré cette conclusion. Et à moi. À la petite fille qui dessinait des gâteaux dans ses carnets, et à la femme qu'elle est devenue. Une femme qui a appris que la meilleure façon de se reconstruire n'est pas d'oublier le passé, mais de le forcer à payer ses dettes. Et avec les intérêts. Le soleil disparaît derrière la colline de Fourvière. La ville s'illumine. Je suis seule sur ma terrasse, mais je ne me suis jamais sentie aussi peu seule de toute ma vie. Je suis en paix. Une paix froide, nette, et délicieusement juste. Santé.